Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, retour sur les agressions sexuelles à Cologne qui ont relancé le débat sur l'intégration des migrants. Nous irons en Norvège où certaines ONG proposent des cours expliquant les codes culturels occidentaux, notamment en matière d'égalité hommes-femmes, aux réfugiés. Il sera aussi question du harcèlement de rue au Portugal. Une loi vient d'être votée condamnant les commentaires infamants à l'encontre des femmes. Leur auteur risque jusqu'à 3 ans de prison. Cette sanction crée de vifs débats dans le pays. Nous en parlerons avec Ingrid Terwat de Courrier International. Et enfin, au Pakistan, elles sont rares mais déterminées, ces femmes qui bravent les tabous en arpentant les routes de leur pays à moto, en rickshaw et même en camion. Mais pour commencer, donc, revenons sur ces agressions sexuelles qui se sont produites la nuit de la Saint-Sylvestre en Allemagne. Nombre d'associations féministes mettent en garde contre l'instrumentalisation de cette affaire par l'extrême droite, tout en réaffirmant la nécessité de lutter contre toutes les violences faites aux femmes. Un combat pour l'égalité qui passe par des cours d'intégration. Pauline Godard. Pétards, feux d'artifice, de quoi fêter le passage en 2016. Autour de la gare centrale et de la cathédrale de Cologne, des centaines de personnes venues partager ce moment. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ce soir-là, des femmes sont agressées, la plupart par des étrangers. Plus de 500 plaintes ont été déposées auprès de la police, dont 40% pour agression sexuelle. Ils se sentaient tout-puissants et pensaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi aux femmes qui faisaient la fête dans la rue. Ils nous ont touchés partout, c'était vraiment horrible. Afin d'éviter ce type d'agression et de faciliter l'intégration des étrangers, certains pays européens ont décidé de mettre en place des cours sur les normes socio-culturelles. Objectif, aider les réfugiés à trouver leurs repères dans un pays où non seulement la langue mais aussi les mœurs leur sont étrangères. La Norvège est un pays précurseur en la matière. Le programme Ensemble pour la sécurité a été créé en 2009 suite à une vague de viols impliquant le plus souvent des étrangers à Stavanger. Il est basé sur le volontariat et c'est la société privée Hero qui est en partie responsable de dispenser ces cours. Elle gère 40% des centres d'accueil pour demandeurs d'asile en Norvège et l'apprentissage est parfois long. Ils viennent de cultures où le dress code est complètement différent. Les comportements sexuels aussi sont différents. Nous les encourageons et les informons sur les coutumes de notre pays pour éviter que ce genre de situation ne se présente. Et on ne le fait pas de manière condescendante. Des cours très bénéfiques selon ces demandeurs d'asile. Dans mon pays, les femmes doivent rester à la maison, s'occuper des repas, faire le ménage. Elles travaillent uniquement à l'entretien de la maison. Je décidais pour ces femmes. C'est en tout cas ce que je pensais quand je suis arrivé en Norvège. Mais maintenant, je suis d'accord. Nous devons être solidaires. Nous apprenons comment vivre ici. Nous apprenons sur les enfants, les femmes, l'égalité. Les cours se font par petits groupes, avec d'un côté les femmes, de l'autre les hommes, afin de leur permettre de parler plus librement. 1000 personnes ont déjà participé à ce programme. Le harcèlement sexuel, notamment dans les lieux publics, est de plus en plus débattu et combattu à travers le monde. Après le Pérou et l'Argentine, l'an dernier, c'est le Portugal qui vient de renforcer sa loi. Dorénavant, il est passible de 3 ans de prison. Une sanction très discutée. Ingrid Terwat, bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International. Et cette semaine, dans cette édition, il est question justement de ce débat sur le harcèlement sexuel et la loi qui a été votée au Portugal. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette loi ? Alors, c'est pas exactement une loi. C'est la modification d'un article qui existe déjà dans le code pénal portugais. Et elle stipule que dans les cas de harcèlement, quel qu'il soit, sans préciser exactement la nature, eh bien, on encourt des peines qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison ferme. La modification de cet article, l'article 170, ne spécifie pas que la victime doit être une femme. Donc c'est tout harcèlement sexuel est puni. Voilà. Alors harcèlement, ça peut être quoi ? Ça peut être des... Parce qu'au Portugal, il y a une sorte de tradition du piropo, du compliment. Ça veut dire quoi ? Alors où s'arrête... Quelle est la définition du harcèlement ? Justement, elle n'est pas claire. Et c'est ça...
l'avantage est aussi le problème. C'est-à-dire que l'arbitraire est très grand dans l'application de cette loi. Ce sont les juges qui vont devoir déterminer si on est vraiment face à un cas de harcèlement ou pas. Donc ça, c'est un problème. En même temps, ne pas avoir de définition trop restrictive, ça permet vraiment de pouvoir saisir la justice dès qu'on se sent harcelé. C'est une façon de protéger les victimes aussi. Après, la culture du piropo comme culture du compliment, c'est pas très féministe. Oui. En Amérique latine, c'est aussi très critiqué. Alors, les défenseurs de ce texte estiment que c'est vraiment nécessaire pour faire évoluer la société. C'est quoi leurs arguments ? En fait, leurs arguments sont très simples. Le harcèlement existe, il faut le punir, il faut le reconnaître. L'inscrire dans la loi, c'est le reconnaître. Et donc, c'est lutter contre ces discriminations, ces violences qui frappent beaucoup de mineurs aussi. Donc, c'est vraiment avoir un instrument. Et rapidement, face à eux, il y a d'autres, au contraire, qui estiment que ça ne changera pas du tout la culture machiste au Portugal. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, parce que c'est moins attendu, c'est les opposants. Enfin, pas forcément les opposants, mais les gens qui sont un petit peu critiques. Et les critiques, elles émanent d'hommes aussi bien que de femmes, et c'est ça qui est intéressant. Et on publie cette semaine dans Courrier International l'article d'une journaliste femme qui explique d'abord qu'il y avait déjà un arsenal législatif suffisant pour combattre différentes formes de harcèlement, donc on n'avait pas besoin de rajouter, d'amender le code pénal. Par ailleurs, elle dit que l'application de la loi sera difficile parce qu'une jeune fille mineure qui se fait agresser dans la rue n'ira pas forcément voir le policier, porter plainte et ensuite identifier formellement sa victime. Voilà. Et puis en plus, elle dit que ça laisse trop de place à l'arbitraire. Finalement, qu'est-ce qui va relever du compliment ou peut-être un petit peu lourd et qu'est-ce qui va relever du véritable harcèlement. Alors cette semaine sur le site de Courrier International, on peut aussi voir une vidéo qui est bouleversante, qui montre finalement le drame syrien de façon assez poétique. Je vous propose de la regarder. Ingrid, cette vidéo, elle est beaucoup reprise. Elle symbolise Raqqa. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qui sont les auteurs ? Alors le réalisateur est un Syrien de Raqqa. Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique. Voilà. Et la jeune femme que vous voyez dans la vidéo est sa femme. Et depuis la réalisation, le tournage de cette vidéo, ils vivent en exil en Turquie. Cette vidéo, elle date de novembre. Courrier International l'a repérée sur les médias américains et anglais. Et personne en France ne l'avait vue. Donc on a décidé de la mettre en ligne. Et depuis, elle a été partagée 15 000 fois. C'est très important de le dire parce que c'est très important. Ces vidéos sont faites pour être partagées. Elles sont faites pour devenir virales. Effectivement, en une minute... Pour ne pas oublier le conflit. Voilà, pour ne pas oublier. C'est ces vidéos chocs qui nous permettent de nous souvenir que la guerre existe pas très loin. Pas très loin. Merci beaucoup Ingrid Terwatt. Et donc cette vidéo est retrouvée sur le site de Courrier International, tout comme l'article sur la loi contre le harcèlement de rue au Portugal. En Côte d'Ivoire, après le remaniement ministériel, le gouvernement se féminise. 4 nouvelles ministres viennent de rejoindre les 5 déjà en place. Parmi elles, la présidente de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan. 9 femmes sur 36 membres du gouvernement. Au total, c'est un progrès en matière de représentativité, mais on est encore très loin de la parité. Partons à présent au Pakistan à la rencontre de femmes qui n'ont pas froid aux yeux. Malgré les tabous de leur société, elles prennent le volant et sillonnent les routes de leur pays à moto, en rickshaw ou encore en camion. Des camions, icônes des routes au Pakistan. Mais dans la cabine de celui-ci, une scène insolite. Shami Marter pourrait bien être la seule camionneuse du pays. Lorsque son mari l'a quittée et laissée seule à subvenir aux besoins de leurs 5 enfants, elle a enchaîné les petits boulots.
Mais même après avoir passé son permis et ouvert une école de conduite, elle peinait à joindre les deux bouts. Elle a alors fait ce choix de carrière inhabituel. Ça ne couvre pas toutes mes dépenses, mais même si ce n'est pas le cas, je ne peux pas rester les bras croisés. S'il vous faut 10 000 roupies et que vous n'en gagnez que 7 000, c'est déjà mieux que rien. Voir des femmes au volant d'une voiture est désormais courant au Pakistan. Mais comme Shamim, certaines repoussent encore davantage les frontières imposées par leur société conservatrice. Tayyaba Tariq parcourt 50 km tous les jours pour se rendre à la frontière indienne où elle travaille en tant qu'agent des douanes. Et grâce à sa moto, elle n'a plus besoin de personne. Ça vous rend indépendant et responsable, surtout pour les filles. Elles ne restent pas dépendantes des autres, car elles n'ont plus besoin de demander à leur frère ou à leur père de venir les chercher ou les déposer quelque part. Mais si la route offre plus de liberté, elle comporte aussi ses propres dangers. Les femmes, quel que soit leur mode de transport, sont souvent victimes de harcèlement, surtout dans les grandes villes comme ici à Lahore. Pour Zahra Aslam, la solution est simple, des rickshaws pour les femmes, conduits par des femmes. Nous essayons d'aider les femmes à devenir entrepreneurs et les propriétaires gestionnaires de leur propre rickshaw, pour qu'elles ne travaillent pour personne d'autre. On devrait pouvoir se déplacer dignement, que ce soit à pied dans la rue, à vélo ou en transport en commun. Et l'enjeu est de taille. Selon l'Organisation internationale du travail, c'est notamment à cause du manque de transport sûr que les 3/4 des Pakistanaises ne travaillent pas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous retrouver sur Facebook, YouTube et Twitter parce qu'Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.